Bonjour Violaine Guérin. Bonjour. Alors, vous êtes gynécologue, endocrinologue et vous êtes la cofondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire. Un collectif qui fait beaucoup parler de lui. Vous avez des milliers et des milliers de partages sur les réseaux sociaux, une très forte mobilisation. Et ceci depuis, déjà, j'allais dire plusieurs années, parce que malheureusement, le terme d'année montre que cette crise dure depuis très très longtemps. Un collectif. D'abord, j'ai une question personnelle à vous poser, Violaine Guérin. Vous êtes connue, vous avez fait des livres, vous avez une belle notoriété dans vos ouvrages, dans votre combat, dans la lutte contre les violences sexuelles. Vous avez fait de très nombreux livres sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans ce combat où finalement, en résumé, il n'y a que des coups à prendre? Eh bien, écoutez, ce sont mes patients finalement, parce que le sujet des violences sexuelles, dans ma génération en tout cas, n'était pas du tout abordé dans les études de médecine. Et grâce à mon domaine de recherche, qui sont les maladies thyroïdiennes auto-immunes, j'ai demandé aux patients de mettre un peu du sens sur ce qui leur arrivait, puisque l'auto-immunité, quelque part, c'est une forme d'auto-agression. Et beaucoup de patients sont revenus avec des informations concernant des antécédents de violences sexuelles. Et je me suis aperçue que toutes ces personnes, dans l'ensemble, avaient cherché de l'aide, n'en avaient pas trouvé ou n'avaient pas été écoutées. Et c'est comme ça vraiment que je me suis immergée dans le sujet et que j'ai voulu travailler pour mettre au point des protocoles de soins pour les personnes victimes comme pour les personnes auteurs de violences sexuelles, parce que c'est un sujet qu'il faut prendre dans sa globalité si on veut avancer. Quand je vous ai posé la question en précisant dans ce combat où il n'y a que des coups à prendre, c'était évidemment pas celui des violences sexuelles, c'était celui de laissons les médecins prescrire. Ah, vous m'aviez compris, c'est plus logique là, voilà. En fait, pour moi, c'est un peu pareil, je vais vous dire. Il y a des coups à prendre dans ces deux sujets, parce que sur le combat de laissons les médecins prescrire, eh bien, nous sommes aperçus qu'il y avait un enchaînement de choses anormales. Et c'est pareil, c'est de notre devoir de médecin d'en parler et d'alerter et de proposer aussi des solutions aux patients, parce que les patients sont démunis quand on leur dit de rester chez eux et d'attendre d'avoir un état dégradé pour éventuellement avoir une prise en charge hospitalière. Donc ces deux sujets ça pose la question beaucoup de l'éthique médicale aussi. Voilà. Alors au-delà de l'éthique médicale, avant de parler de l'éthique médicale, on va peut-être aussi parler de l'éthique journalistique. Vous en avez été au sein de l'association, finalement, au stade de demander à vos militants, à vos militantes, d'envoyer des lettres aux médias, des lettres recommandées, ce qui est très très rare. Et j'avoue, on a reçu aussi à la radio une lettre recommandée qui a été envoyée par quelqu'un de chez vous qui habite à Nantes. Lettre recommandée avec accusé de réception. Une lettre qui indique tout ce que vous menez comme combat, avec des fiches synthétiques de présentation sur les prescriptions, sur les moyens de se soigner contre la Covid-19, mais avec quand même un avertissement que vous lancez aux journalistes en disant le jour où il y aura des procès, eh bien cette lettre recommandée peut être produite lors d'un tribunal parce que vous serez aussi en responsabilité. Résumez-nous cette démarche. Eh bien, écoutez, ces courriers sont envoyés non seulement à la presse, mais également aux politiques et en premier lieu aux parlementaires. Cette démarche, elle a différents niveaux. Premièrement, d'informer, parce qu'on s'aperçoit que même les parlementaires, par exemple, n'ont pas toutes les informations utiles. Beaucoup de personnes, finalement, n'écoutent et ne prennent pas le temps d'aller chercher ailleurs que ce qui est communiqué par la Direction générale de la santé, le ministère de la Santé ou le gouvernement. Or, au niveau scientifique, il y a énormément de sources d'informations dans les publications internationales et malheureusement, même les médecins français d'ailleurs, souvent
ne prennent pas le temps d'aller faire de la bibliographie et de regarder ce qui se passe. Donc il y a un problème d'information. Donc le premier objectif, c'est ça, c'est déjà informer. Le deuxième objectif, c'est aussi donner des clés et de prévenir un certain nombre de problématiques. Ensuite, le fait de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception, c'est effectivement prendre date sur le fait que les personnes en responsabilité dans ce pays ont reçu une information et que leur devoir est de creuser ces sujets et d'ouvrir les débats aussi, parce que depuis bientôt 2 ans, aucun débat n'est quasiment possible. Donc c'est important de pouvoir débattre tout simplement pour que chacun puisse se faire son idée. Vous dites qu'aucun débat n'est quasiment possible parce qu'en réalité, il y a une voix unique et toute personne qui ne correspond pas à la tonalité donnée par cette voix unique est tout de suite rangée dans extrême droite, fachosphère et complosphère. Oui, c'est exactement ça. Il y a un très gros problème de conflit d'intérêts qui ne sont d'ailleurs en général pas énoncés quand les gens prennent la parole. Et c'est très important de réaliser que beaucoup de personnes qui lancent des alertes sont des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts précisément. Donc, qu'est-ce que cela signifie un conflit d'intérêts ? Un conflit d'intérêts, en tout cas sur le plan médical, cela veut dire que vous avez reçu de l'argent ou des prestations d'un laboratoire pharmaceutique ou de plusieurs laboratoires pharmaceutiques qui, quelque part, vous mettent une pression dans les décisions que vous pouvez prendre ou dans l'évaluation que vous pouvez faire de certains produits. Et puis, il y a même des médecins qui reçoivent des honoraires extrêmement importants pour se faire les porte-paroles de tel produit ou de tel laboratoire. Donc, quand c'est le cas, cela paraît un peu curieux qu'on laisse ces personnes prendre la parole pour défendre précisément les intérêts du dit laboratoire, sans en tout cas que les gens aient conscience des émolutions reçus. Je vous ai posé cette question naïvement en connaissant évidemment la réponse, vous vous en doutez, Violaine Guérin. Pour que les auditeurs comprennent pourquoi. Mais ça nous permet d'aborder le sujet et oui. Que je reprécise pendant cette interview que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà. Alors, ça signifie donc que, en résumé, des professeurs de plateau de télé, des médecins de plateau de télé touchent du pognon, pour être clair, des laboratoires pharmaceutiques. Certains. Oui, ça a été, pour beaucoup, oui. Ça a été d'ailleurs bien mis en évidence dans un article de France Soir en 2020. Où les sommes ont été affichées pour les 10 premières personnes qui prenaient la parole, et ce sont pas des centaines d'euros, ce sont des centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc il faut que les gens en soient conscients. Oui. Et des médias aussi touchent des aides. Ça aussi, ce sont des conflits d'intérêts potentiels quand un grand quotidien français touche des millions d'aides, la fondation Bill Gates par exemple, pour aller dans un sens qui est clairement exprimé sur le site, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Oui, ça s'appelle un conflit d'intérêts, tout comme s'appelle un conflit d'intérêts les millions d'euros qui sont administrés par le gouvernement à un certain nombre de médias, pas tous, et bon, comme beaucoup de choses fonctionnent dans ce pays avec des subventions, on sait très bien que c'est compliqué d'aller contre la parole des personnes ou des institutions qui vous versent ces subventions. Parce que vous savez très bien que vous n'allez pas les avoir l'année suivante si vous avez un discours dissonant. De toute façon, c'est très simple pour nos auditeurs, pour connaître les médias qui ne touchent pas ces subventions, il suffit de voir ceux où vous parlez. C'est très rapide. On peut faire la carte à l'envers. Oui. Pour beaucoup. Où on parle maintenant, on va dire, parce qu'on a été invité tout de même début 2020 sur les médias mainstream, mais notre parole gênait. Donc effectivement, petit à petit, on a été de moins en moins balayé, comme on dit. Où tout à coup, on a eu des annulations de rendez-vous et les journalistes étaient
assez dans l'ensemble gênés, mais nous ont confirmé que les directions de rédaction avaient des instructions. Revenons maintenant au fond sur laissons les médecins prescrire. Où en êtes-vous au nombre de médecins? Ces médecins semblent beaucoup avoir peur, sont surveillés par leurs autorités de tutelle. Quand on évoque avec eux des prescriptions hors sentier battu, hors mainstream, j'allais dire, hors les prescriptions officielles. D'ailleurs, il n'y en a pas de prescription officielle à part le Doliprane. Quand on évoque donc autre chose avec eux, on sent qu'ils sont terrifiés. Oui, il y a beaucoup de médecins effectivement qui ont bien la conscience que tout ce qui se passe n'est pas normal, mais qui n'osent pas se montrer parce que tout simplement, à la clé, il y a la radiation par le Conseil de l'ordre. Donc un grand nombre de médecins a déjà été convoqué par leurs ordres départementaux, d'autres au niveau du national. Parfois le national a mandaté les ordres départementaux pour faire le sale boulot, je vais dire. Et voilà, c'est quand on est jeune et en début de carrière en particulier, ça serait dramatique d'être radié après avoir fait 10 ans d'études. Et puis les gens ont des considérations économiques, des familles, etc. Donc tout ça est très compliqué. Donc ça explique en partie que ce sont essentiellement des gens un peu comme moi finalement qui sommes près de la retraite, qui prenons la parole parce que on a moins à perdre. Moins à perdre, on va dire. Ou alors on a des vraies convictions que de toute façon il faut faire savoir parce que c'est notre rôle aussi de faire savoir. Justement, vous qui êtes connu, docteur Guérin, on vous a vu dans beaucoup d'émissions de télé. Quelle pression avez-vous reçue, si vous en avez reçu? Quel coup de fil amicaux avez-vous reçu en vous disant, voilà, chère Violaine, je ne comprends pas, tu vas dans un mauvais chemin, retourne dans le droit chemin? Alors déjà, on a eu des pressions de personnalités de l'INSERM lorsque nous avons publié un article en 2020 sur le plan international faisant part de notre expérience des traitements sur le Covid, donc soit azithromycine seule, soit azithromycine plus hydroxychloroquine. Bon, ça déjà, c'est du jamais vu. Moi, j'ai beaucoup publié dans ma vie et je n'ai jamais reçu ce genre de pression, d'information. Normalement, entre collègues, on débat, on discute, mais on n'a pas des injonctions de ce type. Donc ça, c'était extrêmement choquant, bien sûr. Ensuite, des retours par des journalistes, entre autres, comme je disais tout à l'heure, qui faisaient part de l'interdiction de m'interviewer en plateau. Et puis, convocation au Conseil de l'ordre des médecins sur demande du Conseil national et plein d'autres choses. Création d'une fiche Wikipédia tout à fait malhonnête, me traitant de complotiste, etc. Voilà, la liste est tellement longue que c'en est risible. Oui. Alors justement, sur cette question des traitements, l'opinion publique est un peu perdue parce que finalement, on n'a jamais eu de vrai débat contradictoire sur un plateau de télévision à une heure de grande écoute entre quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre, etc. On est toujours dans l'anathème et c'est vrai qu'on est un peu perdu, docteur. Oui, les gens sont perdus, effectivement, parce que voilà, il y a plein de voix dissonantes. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les gens de plateau, essentiellement les médecins de plateau qui ont été interviewés, étaient aussi des médecins hospitaliers pour la plupart. Et la présentation de la pathologie est très différente quand on arrive en réanimation parce qu'on peut plus respirer ou que l'on voit des patients de façon classique, on va dire, en ville. On n'a pas affaire à la même problématique. Donc ça déjà, c'est très important de le réaliser parce que ça peut expliquer une partie des dissonances. Mais ensuite, effectivement, on n'a pas du tout organisé les débats avec des médecins libéraux ayant une expérience de terrain qui étaient pour ou contre tel traitement.
Et quand je dis pour ou contre, c'est un peu caricatural, c'est-à-dire qu'il faut vraiment parler de son expérience. Voilà. Moi, quand je parle de mon expérience clinique, ce sont des patients que j'ai pris en charge et je sais comment je les ai examinés, auscultés, suivis, ce que j'ai prescrit. Et ça, personne ne peut se l'approprier. C'est mon expérience. Donc c'est très important que les gens parlent aussi de leurs expériences et pas des on-dit ou autres termes rapportés. On nous dit souvent que ces traitements, c'est du charlatanisme. Et voilà, Écoutez, et fermer le banc, circuler, il n'y a rien à voir. Oui. C'est une manière de discréditer quand on a d'autres objectifs derrière que de soigner. Il y a des objectifs à l'évidence de vendre des médicaments qui ont été achetés à prix d'or. Il y a des objectifs de casser aussi la médecine telle qu'elle est structurée actuellement. Et on assiste à un démembrement de toute la prise en charge médicale. On veut placer beaucoup de technologies, on veut développer des téléconsultations avec des outils, alors que la médecine, ce n'est pas ça. C'est pas de la médecine à distance. C'est important d'avoir le patient en face de soi, de pouvoir l'examiner, pouvoir le sculpter, d'échanger. C'est ça la médecine. Mais là, on est en train de tout casser et de tout transformer. Donc, il faut absolument que les citoyens ne se laissent pas leurrer. Mais à titre personnel, ça fait des années et des années que j'attire l'attention des gens, de mes patients, en leur disant faites attention, on est en train de détruire tout ce système français qui était magnifique et qui fonctionnait très bien. Alors dans ces médicaments, il y a évidemment ce dosage entre l'ivermectine et l'azithromycine. Je parle sous votre contrôle. Hein. Aujourd'hui, avec le recul, on est très en faveur au niveau mondial sur la prise en charge par ivermectine parce que il y a énormément d'études qui ont pu être réalisées maintenant depuis presque 2 ans. Donc c'est pas du charlatanisme. Il suffit de regarder les études publiées, ce n'est pas du charlatanisme. Et puis après, bon, elles sont pour la majorité en anglais, hein, donc il faut savoir lire l'anglais et voir ses résultats. Mais on n'a pas d'études françaises et d'ailleurs ça devrait interpeller justement les gens. Pourquoi le ministère de la Santé n'a pas conduit une étude en double aveugle, randomisée, comme il le souhaite? On n'a pas besoin d'avoir une étude puisque Olivier Véran a dit que ça servait à rien. L'ivermectine, voilà, que c'était pas bon. Donc à quoi bon financer une étude? Écoutez, c'est une étude qui n'aurait pas coûté très cher et qui aurait été bien importante, bien sûr. Voilà. Les stocks d'ivermectine ont été confisqués, notamment en Guadeloupe. Si ça sert à rien, on nous a dit que pendant cette grève des soignants, quand il y avait cette épidémie, j'allais dire en quelque sorte de Covid en Guadeloupe, on a envoyé la gendarmerie à l'hôpital confisquer les stocks d'ivermectine. Ça veut dire que les médecins ne peuvent plus en prescrire. Aujourd'hui en France, où c'est extrêmement difficile de s'adresser à son médecin traitant, quelqu'un qui aurait des symptômes. Je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'ils sont en droit d'aller voir leur médecin et de discuter avec eux, voire de leur apporter ces fameuses études dont je parle, et quasiment d'exiger d'être traités. C'est un dialogue qu'il faut avoir. Aujourd'hui, les médecins, clairement, peuvent prescrire l'ivermectine hors autorisation de mise sur le marché, donc ça doit être marqué sur les ordonnances. Ils ne risquent rien de le faire et il faut que ce soit un accord entre le patient et le médecin. Donc je pense que aujourd'hui, à ce stade, les patients devraient être plus, on va dire, moins méfiants, c'est ça. Plutôt moins méfiants. Et punchy pour aller voir leur médecin et leur demander ces traitements. Il n'y a aucune raison de refuser ce type de traitement. L'ivermectine, on la connaît depuis des dizaines d'années. Elle est très efficace dans le traitement de la gale.
On peut la donner aux enfants de plus de 15 kilos. Donc c'est pour vous dire que voilà, on a beaucoup de recul et de possibilités thérapeutiques avec cette molécule sans mettre les gens en danger. Et quand on nous parle des nouveaux variants qui sont de plus en plus faibles, très contagieux et pas très méchants, ça signifie que les traitements fonctionnent encore mieux ou il y a d'autres traitements? En fait, le variant Omicron, par exemple, qui est très contagieux effectivement, mais très peu pathogène, dans la majorité des cas, les patients ressentent les mêmes symptômes que pour une grippe un petit peu cognée. Donc, une grippe bien cognée, on va dire qu'on ne fait pas grand chose, sauf s'il y a à l'auscultation des signes pulmonaires. Très souvent, on va mettre une antibiothérapie préventive ou curative d'ailleurs, mais voilà, on va pas faire grand-chose de plus. Et aujourd'hui, si on prend les gens très tôt, parce que c'est ça en fait, c'est la précocité de la prise en charge qui est très importante, eh bien, on va gérer très correctement la situation. Alors, on n'a pas prononcé, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de notre entretien, finalement c'est tant mieux, hein, le mot vaccination. On n'a pas prononcé, je crois, une seule fois. Je crois que j'ai fait très très attention à ça. Comme ça, personne ne peut nous accuser de quoi que ce soit, là, jusqu'à présent. Alors, on va peut-être commencer. Quand on reproche aux non-vaccinés d'aller en soins intensifs, et vous avez vu ces sondages disant qu'ils devraient payer leurs soins maintenant, et qu'ils sont responsables parce qu'ils ne sont pas vaccinés, on ne devrait plus les soigner, pourquoi pas les laisser crever, leur faire signer un papier, voilà, avant. Qu'en pensez-vous? Comment réagissez-vous à cela? J'ai abordé cela avec Fabrice Divisio. J'ai remarqué que c'était peut-être aussi le début de la fin de notre monopole de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la sécurité sociale, de la protection sociale. Si on commence sur ce chemin-là, est-ce que demain on va dire les obèses, c'est de leur faute s'ils sont trop gros, ils avaient qu'à pas bouffer autant de pizza, donc s'ils sont soignés pour telle ou telle maladie, c'est à eux de la payer. Bon, écoutez, en tant que médecin, ça pour moi c'est quelque chose de gravissime d'entendre des propos de cette sorte. Un médecin traite et prend en charge chaque personne, quelle qu'elle soit, et c'est à la base d'ailleurs de notre serment d'Hippocrate. Donc je suis très choquée d'entendre des gens, et en particulier des sénateurs en plein hémicycle, tenir ce type de propos, de sénateurs médecins, hein, je veux dire. Et donc, bon, pour moi, c'est surréaliste. Et ensuite, ce ne sont pas du tout les informations de terrain que nous avons, parce que, comme vous l'avez dit, le collectif regroupe plus de 30 000 médecins. Et il y a bien sûr une majorité de libéraux, mais il y a aussi des hospitaliers, il y a aussi des anesthésistes réanimateurs, etc. Et ce ne sont pas du tout les informations que nous avons en matière d'hospitalisation, ni en matière de chiffres, ni en matière de proportions par rapport aux personnes qui ont reçu des vaccinations, une vaccination ou pas. Donc, moi, je me méfie beaucoup des sondages, des chiffres qui sont donnés par le gouvernement en particulier, parce qu'on s'est déjà aperçu qu'il y avait eu beaucoup de manipulations et de choses fausses et de contradictions entre les chiffres donnés en hémicycle par M. Véran et par exemple les chiffres produits par la DREES ou d'autres organismes d'État. Voilà. Pourtant, le gouvernement devrait lui faire confiance. Alors... Oui, c'est d'ailleurs le problème majeur. C'est-à-dire que quand on discute avec les parlementaires, par exemple, les personnes vont nous dire mais pourquoi pourrais-je penser que ce que me dit lors de ma réunion tous les lundis matins le préfet et l'ARS, pourquoi pourrais-je penser que ce ne sont pas des bonnes informations? Et je pense que ça c'est souvent ça, très très souvent. C'est une des problématiques majeures en fait de se questionner et de pouvoir envisager que l'État ne fait pas tout bien pour les citoyens. Mais en médecine, il y a déjà des passifs, hein. Si on regarde ne serait-ce que sur les médicaments, le scandale de la thalidomide, du Mediator,
plein de la dépakine, de plein de molécules ou de prise en charge thérapeutique. Donc c'est très étonnant de voir que les gens ne réfléchissent pas ou ne vont pas eux-mêmes à la source de l'information, parce que si on va à la source de l'information, si on va regarder les rapports de Dravigilance, du VAERS américain, etc., on voit bien qu'il y a une discordance entre ce qui est dit et ce qui est enregistré dans ces bases de données, on ne peut plus officielles. Il commence quand même à y avoir pas mal de remontées d'informations au niveau officiel, même au niveau étatique, sur les effets de la vaccination, pas chez tout le monde, chez certaines personnes. Moi, j'en entends aussi. Voilà, j'ai pas mal de remontées aussi. Il y a des études qui sont publiées, des études même officielles par des organismes gouvernementaux. Pensez-vous, Violaine Guérin, qu'ils vont être obligés forcément de changer d'orientation et de moins taper du poing sur la table, ou ils vont continuer aveuglément d'être sur la même politique? Ça va pas être possible d'occulter tout ce qui se passe indéfiniment. C'est le sens de ma question. Oui. Donc il faut surtout que on est dans une problématique mondiale. Alors pas tous les pays du monde, mais beaucoup les pays riches, on va dire, et que beaucoup de gouvernements commencent à changer d'attitude et de discours. Et il y a 24 heures, même l'Agence européenne du médicament semblait dire nous ne sommes plus dans une pandémie, mais on commence à arriver dans un mode endémique type grippe. Et aux États-Unis en particulier, il y a aussi beaucoup d'États qui ont compris que les mesures prônées n'étaient pas les bonnes. Et si on prend l'État de Floride, par exemple, la vie est revenue entre guillemets à la normale. Donc, ce qui se passe au niveau mondial va forcément impacter la France à un moment donné. Mais on est très très maltraité en France. Oui, mais alors, est-ce que finalement le refus du gouvernement d'avoir mis la vaccination obligatoire fait que tous ceux qui ont eu quelques problèmes, notamment dans leurs proches, chez leurs proches, et j'en connais, arrivent désespérément, n'arrivent pas, ils sont plutôt désespérés à se faire entendre de l'État. On leur explique que non, ça n'a rien à voir avec la 3e dose ou la 2e dose. Et pourtant, la personne en est intimement convaincue parce qu'avant, l'état de santé de la personne ne permettait pas d'identifier ce problème qui semble être, à savoir, avoir explosé après sa vaccination. J'ai des témoignages très concret, j'ai des noms, même dans mes très proches. Voilà. En fait, dans un tel cas... Oui, je parle avec prudence en plus. Voilà. Oui, non, mais c'est ce qui... dans un tel cas, il faut rejoindre des associations de patients. C'est comme ça, par exemple, pour le Mediator, que les choses ont pu bouger. C'est comme ça que pour la dépakine, les choses ont pu bouger. Et quand il y a des effets secondaires qui sont importants et qui ne sont pas entendus ou classifiés comme non imputables, alors que ça paraît quand même très suspect, c'est important de se regrouper et de faire ce qu'on appelle une class action pour porter à la connaissance et agir pour arrêter cela en plus. Parce que le problème, c'est que, bon, moi là je vous parle du Mediator, de la dépakine par exemple, ce sont des médicaments qui avaient une autorisation de mise sur le marché. Là on parle de produits qui ont débuté en tout cas leur vie avec des AMM conditionnels. Et quand on est en AMM conditionnel, on doit être extrêmement exigeant sur la tolérance. Et ce d'autant plus que quand on parle de vaccin, un vaccin, ça s'adresse à quelqu'un de sain qui n'est pas malade. Donc ce n'est pas la même chose que
pouvoir tester une thérapie sur quelqu'un qui a un cancer avec des métastases pour lequel on n'a pas de solution thérapeutique. J'ai entendu moi-même Olivier Véran à la télévision dire il n'y a plus d'AMM conditionnel, ça a sauté, mais ça y est, ces vaccins sont normaux. Ouais, oui. Alors, il y a eu une AMM définitive pour le Pfizer à l'été 2021 par la Food and Drug Administration américaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre des AMM, de cette AMM définitive, il ne peut concerner que la population qui a été testée. Donc à la fois en matière d'âge et éventuelle comorbidité. Donc premièrement, ça ne s'applique pas à tout le monde. Au niveau de l'Europe, effectivement, l'Europe a suivi la FDA américaine, mais pour le seul Pfizer, à ma connaissance, pour le moment. En attendant, on peut continuer de s'informer sur tout ce que vous faites. Laissons les médecins prescrire. On vous trouve via les moteurs de recherche. On arrive notamment sur le site stopcovid19.today. Oui. Voilà, c'est bien cela. Quelles sont les actions que vous allez mener au cours des prochaines semaines ? Alors, j'ajoute juste, avant de vous dire les actions qui nous paraissent essentielles, que nous communiquons sur Twitter en temps réel. C'est notre mode de communication préférentiel. Et le Twitter, donc c'est laissons-les-PRE1. Voilà. Ça, c'est très important parce que, en gros, toute la communication temps réel se fait sur ce média. Et pour les actions à venir, eh bien, tous les départements qui ont été très actifs sur l'envoi des recommandés avec accusé de réception de notre note du 1er décembre 2021, nous les encourageons à mettre en place des débats citoyens en conviant les élus et précisément, puisque vous parliez du fait que vous aviez reçu un RAR par quelqu'un du 44. Voilà, oui, une lettre recommandée. C'est un département extrêmement actif et qui a déjà tenu une première réunion cette semaine en vidéo, mais d'autres vont suivre. Et il nous paraît extrêmement important de contacter en particulier les maires qui sont les premiers magistrats de leur commune pour les informer et les encourager à justement questionner et favoriser ces débats dans leur commune ou dans leur communauté de communes. Oui, mais Violaine Gaudin, je connais mes collègues, beaucoup ne les prennent pas, les recommandés, ça part à la poubelle, on prend pas ça au sérieux. Quel message avez-vous envie de lancer sur cette initiative ? Écoutez, elle est fondamentale, cette initiative, et on n'a pas tant de gens qui ne récupèrent pas les recommandés, finalement, et on en est à plus de 4000 recommandés envoyés, et on n'a encore pas dépouillé tout, parce que finalement, les citoyens ont été très actifs. Les journalistes vont tous chercher les paquets ou les lettres recommandées à la poste quand c'est la période de fête de fin d'année, parce qu'ils peuvent penser que c'est un cadeau qui arrive. En tout cas... bon, il y a eu à l'évidence des recommandés pas récupérés, mais assez peu. Et je rappelle qu'un recommandé pas récupéré a quand même valeur juridique, puisque nous sommes tous les citoyens, censés retirer dans les 14 jours qui suivent une présentation d'un courrier recommandé ce courrier. Et si nous ne le faisons pas, légalement, il est considéré comme reçu et qu'on en ait pris connaissance. Voilà, Violaine Guérin. Je rappelle cette initiative pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre avec votre collectif Laissons les médecins prescrire. Vous avez envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les journalistes, tous les députés, tous les sénateurs de France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les journalistes, tous les médias de France, en leur demandant d'avoir une information beaucoup plus honnête et plus impartiale sur ce sujet de la crise sanitaire, de la Covid-19, de la liberté de choix des médecins, de la vaccination, des médicaments, en les menaçant, finalement,
en expliquant que si dans quelques années il y avait des problèmes, qu'il devait y avoir des poursuites devant les tribunaux, il serait aussi responsable du fait que des gens ont pris des mauvaises décisions, parce que des gens, c'est-à-dire que le grand public a pris parfois des mauvaises décisions parce qu'il n'était pas totalement informé, qu'il n'avait pas sa libre conscience, son libre choix de le faire en raison de la désinformation, du monopole de l'information en faveur d'une certaine pensée. Ai-je résumé cette action? Oui, C'est un peu ça. Voilà. C'est une action qui est en plus encadrée par des huissiers, voilà, donc qui aura effectivement toute valeur juridique. Merci Violaine Guérin. Vous êtes la cofondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire. À bientôt, Madame Guérin. Merci. À bientôt. Merci beaucoup de votre invitation.